Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce 51e Pixel Café. Aujourd'hui, je me trouve entouré par Mouni. Salut. Sam, Hello. Tomario. Salut. Honte. Adieu. Et Barnowski. Bonjour. Ici, c'est Docteur D qui vous parle. Et aujourd'hui, on va se lancer sur un thème qui est dans la suite logique de celui de la semaine dernière. Alors, on parlait des histoires d'amour. C'est vrai que les histoires d'amour finissent mal en général, mais de temps à autre, il se passe autre chose et il y a un enfant qui naît. Alors, c'est l'occasion de parler justement de l'enfance quand elle est représentée dans les jeux vidéo. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut commencer à prendre la parole. Une idée de représentation de l'enfance dans le jeu vidéo? Moi, je peux parler d'une histoire qui s'est mal finie, mais avec The Binding of Isaac. Qui est, bon, on en a déjà parlé plusieurs fois dans les Pixels Café, mais c'est un petit jeu dans lequel on joue à Isaac, où sa mère a reçu un ordre de Dieu qui lui demande de tuer son fils, qui fait évidemment une référence à l'histoire d'Abraham, qui reçoit c'est un ange qui lui dit de tuer son fils Isaac. Non, c'est carrément... C'est l'archange Gabriel, ouais. Ok, non, excusez-moi. D'accord, Les jeux sont boiteux, je suis navré. Voilà, pareil. Du coup, là-dedans, bon déjà, Isaac vit seul avec sa mère, et sa mère reçoit l'ordre de Dieu de... Maintenant, il vit seul, mais c'est Oui, justement tout le vit seul. twist du scénario, c'est que justement... Ouais, c'est un peu le plot twist quasiment final, ça. Ouais, il est malheureux parce qu'il ne vivait pas seul, qu'il avait une sœur et puis un papa. Et que les deux sont partis. Visiblement, la sœur est morte et le papa est parti parce que la sœur est morte. C'est ça. Puis du coup, il y avait des problèmes avec sa mère qui du coup pouvait plus supporter la mort de la fille. Donc du coup, ça s'est mal passé, pour ainsi dire. Et du coup, Isaac doit fuir sa mère qui essaye de le sacrifier en s'enfonçant dans son... L'utérus. C'est vrai en plus. On commence par le sous-sol. On commence par le sous-sol. On commence par la cave. Voilà, désolé. Littéralement. Désolé. Ah putain, non... Que dire ensuite? Mais je viens de poser un truc trop con, je suis désolé, c'est... Tout ce qui se passe dans la tête de Joël, de honte, oh mon dieu, mon identité est révélée. c'est bourde sur bourde. Ouais, c'est ça. Non, je pensais à une série canadienne qui parodie les soap operas. Il y a une blague un peu similaire. Encore une fois, ce qui se passe dans ta tête, on le sait pas, donc garde-le pour toi. Voilà, pour qu'on comprenne. Et du coup, ouais, enfin, disons, Isaac, c'est un peu l'exemple de l'enfance malheureuse, monstrueusement triste, il perd sa sœur, son père se barre et sa mère veut le tuer. Donc, et puis au final, il va pas finir très bien non plus, disons. Donc, bien pour démarrer l'enfance heureuse, je vous laisse nous raconter des histoires qui finissent un peu mieux que ça, peut-être. Mais j'aime bien ton exemple parce que je trouve que... J'aime bien parce qu'il y a des enfants qui meurent. Non, parce que au-delà de l'histoire générale, il y a aussi toute la thématisation dans les objets qu'on va ramasser, jouer avec les différentes peurs de l'enfance, etc., qui sont vraiment thématisées de façon récurrente, etc. Et puis c'est un peu cet imaginaire d'enfant qui nous fait voir, et puis je trouve que finalement on va assez loin dans le développement finalement de tout ce que peut être l'enfance d'un point de vue très noir, très triste, mais finalement je trouve assez intéressant. Mystérieux puis incestueux aussi. Enfin, je veux dire, quand on va porter à peu près tout ce que votre mère elle a pu porter dans sa vie, quand on va mettre le rouge à lèvres de maman, quand on va porter des chaussures à talons de maman, ou quand on va porter la serviette hygiénique de maman, enfin, ça devient un petit peu glauquissime et à raison, parce que c'est justement toutes ces peurs de notre enfance, ces mystères de notre enfance où on découvre ce que c'est l'âge adulte, les parents et tout ça. Tout en gardant une certaine part d'innocence quand même, notamment avec la description des objets lorsqu'on les ramasse. Exactement, ouais. Qui, lorsqu'on y joue, si jamais on se rend pas compte un peu de toutes les thématiques dont le jeu traite, on peut se dire ah tiens c'est rigolo, genre il y a une description toute mignonne pour un truc qui est plutôt glauque. Mais en fait, c'est justement aussi pour rappeler que Isaac reste quand même un enfant. Je pense par exemple, lorsqu'on chope le cancer, ça fait Yay, cancer. C'est la description de l'item. Alors c'est vrai que le cancer est un item positif dans Isaac, mais évidemment le fait de récupérer le cancer et que ce soit quelque chose de positif, ça crée vraiment cette espèce de décalage entre des thèmes très très sérieux et le côté très innocent finalement du personnage qui voit ce monde au travers de ses yeux d'enfant, ce monde plutôt son
Voilà, est-ce qu'on a une histoire un peu plus joyeuse que ça? Oui, alors moi j'avais une histoire un peu plus joyeuse que ça, avec l'un de mes jeux préférés qui s'appelle Yoshi's Island, qui fait découvrir l'enfance de Mario. Alors ça commence pas très bien, mais bon, c'est à Mario, c'est pas non plus l'enfer. Vous avez la cigogne, parce que oui, c'est comme ça qu'on fait les bébés, vous ne le savez peut-être pas, mais les bébés viennent à travers, enfin pas à travers, mais grâce aux cigognes. Donc une cigogne vient apporter les bébés, les bébés Mario et Luigi. Pas un pélican par contre. Un pélican, il y a un alligator. Bref, il vient apporter. Et puis Kamek, le sorcier maléfique qui est sous les ordres de bébé Bowser, veut kidnapper ses enfants. On ne sait pas trop exactement pourquoi, mais bref. Sauf que Kamek est pas très très doué visiblement parce qu'il arrive à en voler qu'un seul, bébé Luigi. Puis pendant ce temps, bébé Mario se tombe sur l'île des dinosaures. Et là, Yoshi et ses compagnons vont devoir ramener bébé Mario à son frère jumeau bébé Luigi. Et c'est une histoire qui est non seulement qui aborde le thème de l'enfance à travers son scénario, mais aussi qui l'aborde d'un point de vue esthétique, parce que tout le jeu est dessiné à la manière de dessin en fait d'enfant. C'est des crayonnés, c'est des néocolores, c'est du gribouillage, et c'est vraiment très joli. Les musiques ressemblent à des comptines, à des berceuses, et c'est très touchant comme jeu en fait. Et ça a été tout gâché, comme à peu près tous les jeux Yoshi, ça a été tout gâché par ces suites, parce qu'en fait quand vous finissez le premier Yoshi Island, vous arrivez enfin à redonner les deux jumeaux à la cigogne, et là vous avez tout un générique de fin qui est très touchant, avec une belle musique où vous voyez la cigogne aller donner les enfants aux parents. Et puis c'est très beau. Et puis en fait, ils nous ont tout gâché le jeu, parce que dans New Yoshi's Island, vous apprenez en fait que la cigogne s'est plantée, elle n'a pas donné aux bons parents. Du coup, elle retourne, et puis vous avez une nouvelle aventure qui se débute. Et c'est un peu nul, mais Yoshi's Island, premier du nom, est très très bon. C'est aussi une mécanique de gameplay dans le sens où finalement on se fait toucher par un ennemi avec Yoshi. Bébé Mario va partir dans une bulle et commencer à pleurer, et il va falloir le récupérer. Oui, il n'y a pas de système de vie dans ce jeu. C'est la ça. vie, c'est si vous perdez le bébé trop longtemps, vous Kamek et ses sbires le chope, Voilà. et puis du coup on sait game over. Exactement. Ouais, c'est vraiment un jeu qui aborde l'enfance d'une manière très positive et très chou. Moi, je vais parler d'un jeu qui est aussi assez positif sur le point de vue de l'enfance. C'est Broken Age. Donc c'est un point and click. Et en fait, vous incarnez deux enfants, vous incarnez deux personnages en même temps. D'un côté, vous incarnez Vela, qui est une jeune fille qui vit dans un monde menacé par un monstre appelé Mog Chotra. Et en fait, ce qu'il fait, ce monstre, c'est que une fois toutes les je sais plus combien d'années, il arrive dans un village, et différentes filles de différents villages sont choisies pour être sacrifiées en fait. Il y a un sacrifice au monstre Mog Chotra, parce que les habitants croient que si ils font un sacrifice, il va éviter de tous les tuer. Et du coup, Vela est choisie par ce monstre, mais elle arrive à s'échapper, et son but c'est de détruire le monstre avant que le monstre ne détruise son monde, quoi. Et de l'autre côté, il y a Shay, qui est un jeune garçon qui vit dans un vaisseau spatial en fait, et il sent que son vaisseau, il y a des problèmes. Enfin, il vit dans un vaisseau un peu idéal où il est considéré comme un petit enfant alors que c'est quand même un adolescent. Et il sent que d'un coup ça marche plus. Enfin, disons, les monstres tout mignons, les espèces de robots tout mignons, et d'un coup ils piquent des crises, alors il se dit qu'il y a un problème et il essaie de régler ça. Et au final, bon, ils ont un lien un peu plus serré. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout le côté Vela, elle doit apprendre à voler de ses propres ailes. Enfin, d'un coup, elle est coupée de sa famille parce que justement, elle est choisie par ce monstre. Et surtout, c'est aussi cette cérémonie de sacrifice. Enfin, ça montre que elle doit passer à l'âge adulte. C'est un rituel. Et puis, c'est avec sa famille qui est bien sûr déçue de la voir partir, mais en même temps ils sont contents pour elle parce que ça montre que c'est une personne spéciale puisqu'elle a été choisie. Et de l'autre, il y a Shay, ses parents c'est des robots en fait. Enfin,
l'intelligence artificielle du vaisseau, enfin a priori, mais au final il s'énerve tout le temps parce que sa mère elle lui pose 15 milliards de questions, elle le protège beaucoup trop, et c'est surtout en fait l'émancipation des deux personnages qui est assez intéressante dans ce jeu. Je t'ai entendu parler de l'adolescence puis du passage à l'âge adulte. Ça me fait une parfaite transition pour deux types de jeux dont je voulais parler, qui sont les jeux qui introduisent l'enfance alors même que le personnage en va le jouer adulte aussi. La transition à l'âge adulte la plus violente de l'histoire du jeu vidéo, c'est évidemment celle de Link dans Ocarina of Time, où voilà, en l'espace de quelques minutes de jeu, vous passez d'un âge d'environ Je crois que c'est 8 et 16, non? c'est possible, quelque chose comme ça. Il me semble que c'est 8 ans après, en tout cas. Alors il y a 7 ans, ça je suis sûr, mais je sais pas s'il a environ 11... Parce qu'il me semble qu'il est pas majeur. Oui. Il doit avoir quelque chose entre 9 et 10 et puis 16 et 17. Néanmoins, l'idée même qu'il est devenu adulte est clairement évoquée, et en même temps, ça permet d'avoir un changement de registre assez important au niveau de la tonalité, ne serait-ce que parce qu'en 7 ans, le monde a été détruit, mais que jusque-là, il est plutôt harmonieux. Certes, il est dangereux, le monde de Hyrule, mais clairement, dans ce jeu-là, il y a une préservation de l'idée que l'enfance va quand même de pair avec innocence, malgré tout. Donc il y a quelque chose de très très pur. Dans cette même logique, on trouve aussi une série de jeux dont je parle assez souvent, à savoir les Breath of Fire, dont 2 épisodes suivent la même logique. Où il va y avoir un jump dans le temps de l'enfance durant, ça peut être 1 heure, voire des dizaines d'heures de jeu, à l'âge adulte, où là, très directement, on va avoir des thèmes beaucoup plus lourds, mais on se permet d'avoir un petit changement, disons, de narration et de perception du monde qui peut être très pertinent pour la mise en place de l'histoire. Ouais, mais moi je vais continuer un peu sur le thème d'idée de passage, parce que je trouve que c'est assez intéressant. Moi j'ai une idée qui m'est venue en route. J'ai écrit récemment un article sur Crusader King, et justement ce jeu met l'enfance à une place assez importante, étonnamment. Comme on incarne un personnage qui est censé être un seigneur, et que le personnage qu'on va incarner par la suite sera ton enfant, enfin ton héritier, hein, pas forcément ton enfant, mais ton héritier. Et du coup, on a une thématisation de l'enfance qui arrive quand même assez fréquemment via notamment plusieurs DLC qui ont apporté l'idée surtout d'éducation de l'enfant, car effectivement, comme chaque personnage a des chaque personnage a des caractéristiques, on va devoir éduquer son enfant pour que il ait les caractéristiques et que le personnage reste bon, parce que si on part d'un personnage très bon et puis que ton héritier il est tout pourri, tes vassaux vont se révolter, ça va être ingérable par la suite, et effectivement je trouve que c'est assez intéressant. Du coup on a aussi un rapport à l'enfance, mais un rapport à l'enfance qui n'est pas dans le chou, bien dans le rapport émotionnel, mais plutôt dans le rapport utilitaire de l'enfant, le rapport utilitaire de l'enfant qui doit bien préparer la succession, éviter que notre domaine soit partagé en 36 enfants, en changeant par exemple des lois de succession, marier son enfant à une princesse anglaise pour qu'il devienne héritier de je ne sais quel duché ou je ne sais quoi. Et il y a vraiment toutes les mécaniques de jeu qui vont se tourner autour des enfants et de l'enfance, parce que effectivement c'est dans l'idée de jouer une dynastie, c'est effectivement un point très important. Alors du coup ça n'a plus rien à voir avec des royaumes, des monstres ou des dynasties, mais ce à quoi l'enfance me faisait penser de manière beaucoup plus peut-être proche de l'univers dans lequel nous vivons, c'était au jeu qu'il y avait eu autour de la série du Club des 5, qui était une série donc de livres jeunesse publiés lorsque j'étais jeune, il n'y a pas si longtemps que ça. Lorsqu'on était tous jeunes. Sauf Joël. Joël, il n'était pas encore... J'ai vu les clubs des 5. S'il vous plaît. C'est vrai qu'ils en ont fait des films aussi. Mais voilà. Oh, le vieux troll. T'as pas connu l'époque des livres, hein. Oh, mais c'est quoi ça? C'était les trucs électroniques, mais avec des pages en papier. Mais ça montre en tout cas qu'ils avaient eu pas mal de succès. Et donc, entre autres médias, ils en ont fait aussi des jeux vidéo, qui étaient des point and click qui étaient assez basiques finalement, et où on pouvait incarner donc cette bande d'amis, à savoir, pour ceux qui s'en souviendront peut-être,
Michel, Annie, François et Claude. Et Dagobert, Et Dagobert. le chien. Et c'est assez intéressant parce que finalement ça fait écho à justement des livres qu'on lisait pendant qu'on était enfant, donc à un jeu qu'on a joué très probablement pendant l'enfance aussi, où on jouait justement des personnages enfants toujours qui eux allaient vivre des aventures découvertes d'un trafic de drogue ou de la cachette d'un voleur, et ils allaient sauver leur père qui était enfermé dans un phare parce que le phare, etc., etc. Ce genre de choses. Donc à nouveau pas de drame affreux, pas de mort, pas de royaume détruit ou de destruction de planètes entières, mais justement des petites histoires comme ça assez sympas, pendant lesquelles on allait voir les enfants désobéir à leurs parents forcément pour partir finalement les sauver et faire le mieux de la situation, et également se comporter de manière tout à fait appropriée pour des enfants de cet âge. Je me rappelle par exemple que les situations qui étaient mises en place étaient des situations du coup très classiques. Par exemple, il y avait la scène où on devait réussir à s'échapper d'être à table avant d'avoir fini notre assiette. Mais pourtant, on n'aimait pas du tout ce qu'on mangeait, ce qui était un grand drame, du coup il fallait le donner à Dagobert, etc. Ou bien quand on devait aller trouver des choses dans la remise, on ne pouvait pas prendre par exemple les scies parce que, attention, cet objet est dangereux, ou ce genre de choses. Donc à la fois on jouait des enfants qui, comme beaucoup de livres pour enfants, du coup vivaient des aventures, sauvaient les parents finalement, et à la fois on avait du coup des règles de vie qui nous étaient inculquées pendant, et des histoires qui étaient très innocentes. Alors le coup des règles de vie, ça m'a fait tilter au jeu Edna and Harvey's New Eyes, où on joue une petite fille qui s'appelle Edna, qui elle vit dans un orphelinat très religieux. On a une mère supérieure qui est... Alors, dans Harvey's New Eyes, tu joues pas Edna, tu joues Lily. Ah, tu joues Lily. Mais c'est un détail. Ouais, non. Et puis Edna, c'est l'amie de Lily. Voilà. Et du coup, on joue Lily, qui est une petite fille qui vit justement dans cet orphelinat / couvent. Et en gros, au bout d'un moment, c'est un jeu de point and click, donc on résout des puzzles. Des fois, ils sont un peu tordus d'ailleurs, mais Si peu. voilà, c'est ça. Et du coup, dans ce jeu, au bout d'un moment, on introduit la mécanique que Lily est hypnotisée par une petite peluche de lapin qui est justement Harvey. Donc une peluche d'Harvey qui est modifiée. Et du coup, en fait, elle ne peut plus faire certaines choses. On lui donne des ordres, par exemple, les enfants, ça joue pas avec le feu, ça joue pas avec les objets tranchants, etc. Et du coup, on se retrouve en fait à devoir faire sauter ces barrières mentales pour pouvoir ensuite progresser dans le jeu au travers de nombreux puzzles. Et en fait, on a le jeu qui vraiment est un peu bloqué parce qu'on peut pas utiliser certains éléments qui sont juste primordiaux pour avancer. Typiquement, je sais pas, faut allumer... faut faire craquer une allumette pour déclencher quelque chose. Je sais que c'est pas un des puzzles, mais vu que j'y ai joué il y a suffisamment longtemps pour avoir oublié un peu ce qu'on fait, je donne un exemple comme ça. Par exemple, on a besoin de craquer une allumette, mais on peut pas jouer avec le feu. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer dans une sorte de monde parallèle dans lequel on va affronter justement le lapin pour pouvoir ensuite utiliser le feu. Et par contre, ça c'est aussi une autre mécanique qui est assez marrante, c'est qu'on peut faire sauter une seule limite à la fois. C'est-à-dire qu'ensuite il va falloir jouer avec les limites qu'on s'impose pour pouvoir ensuite avancer dans le jeu. Avant qu'on change de jeu, je voulais juste ajouter que c'est vraiment très intéressant cet exemple, parce qu'il y a aussi le fait que tout ce que va voir Lily pendant son aventure, qui sont des choses assez affreuses, elle va le voir de manière absolument adorable. Par exemple, oh, il y aura des taches de peinture rose partout. Et en fait non, c'est quelqu'un qui est mort de manière absolument affreuse. Et ça, le joueur le voit tout à fait, mais il y a une certaine ironie du coup dans la mise en scène de beaucoup de choses dans cette histoire absolument horrible, qui est montrée de manière toute mignonne. Voilà. Je vais profiter des dernières minutes à disposition pour parler du contre-exemple parfait, à savoir la situation où l'enfant est assez au centre de la narration et voit toutes les horreurs avec les yeux d'un enfant qui est plutôt horrifié qu'autre chose. Et là, je pense en particulier à The Walking Dead, où on suit en très large partie plutôt le personnage de Clementine, qui est une petite fille qui d'abord, comme beaucoup d'enfants qui apparaissent dans les jeux vidéo, est orpheline, mais qui en plus se retrouve accompagnée d'une famille de substitution qui, dans un univers rempli de zombies, va être amenée à être très régulièrement décimée. Et pire que ça, dans l'équipe, il y a des enfants. Et chose suffisamment rare pour en parler, que ce soit avec les jeux vidéo ou les films, les enfants peuvent mourir et de façon assez violente. Et là, de nouveau, on va se servir de l'innocence de l'enfant
pour accroître justement le caractère violent et assez monstrueux de la cruauté de la vie, quoi. Et c'est d'autant plus violent, pour terminer là-dessus, que si je me souviens bien, au tout début de Walking Dead, quand on arrive avec notre personnage, on voit cet enfant et on a un réflexe qui va être assez présent aussi dans beaucoup de jeux vidéo, qui est de voir l'enfant comme justement le socle de l'innocence, le dernier rempart de l'innocence, qu'on aura envie justement de protéger, de sauver, etc. Et que finalement, ça va partir de manière beaucoup plus sombre. Et on essaye quand même de la protéger jusqu'au bout. Voilà, c'est peut-être fini pour le moment. En tout cas, on n'a pas le temps de continuer alors qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Si vous souhaitez nous retrouver, vous commencez à connaître la formule www.pixels-association.ch ou sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et tutti quanti. C'était Mouni, Barnowski, Tomario, Ante, Samsam et Dr D qui vous disent à très bientôt. Ciao, ciao. Salut.